bonjour à tous, bienvenue. Alors moi je m'appelle Florian Lelcha, je suis le directeur scientifique de l'Oviridis et aujourd'hui je vais vous montrer une des solutions qu'on a mis au point pour le recyclage des D3E, surtout les métaux stratégiques dans les D3E. Alors tout d'abord je vais rapidement vous présenter notre structure. Si ça défile, voilà, nous on fait partie d'un groupe industriel, ce qu'ils appellent le groupe Tactis, qui est basé à Plouzané en Bretagne. On est environ 70 personnes. Et ce groupe, il est constitué de trois filiales. La plus vieille filiale s'appelle Serval, elle fait de l'ingénierie informatique. Imedis a été créé en 2017 et fait du 800T, plutôt basé sur les socles technologiques de Serval. Et nous, on a été créé en 2019 et notre spécialité, ce sont les biotechnologies. Donc en fait, on essaye de fonctionner en synergie, de profiter des compétences des uns des autres pour créer des produits un peu innovants et qui sortent du lot, pour résoudre des problèmes de transition écologique. Alors chez L'Oviridis, nous avons trois grandes spécialités qui sont les études d'impact environnemental, la chimie verte et les biotechnologies. Et ces trois grandes spécialités, elles sont très liées entre elles, elles sont interdépendantes très souvent. Ça nous permet d'offrir deux types de missions qui sont de la R&D de support, plutôt basées sur des programmes courts de 3 mois maximum, et de la R&D structurante, plutôt sur des programmes longs jusqu'à 36 mois, donc avec des degrés de maturité technologique variés. Et donc ça se traduit par différentes offres, donc qui vont du consulting à la R&D, puis on va aussi pouvoir faire de la conception ex nihilo à partir de rien, quasiment, d'une feuille de papier, pour faire jusqu'à du développement de pilotes industriels jusqu'à TRL9. Donc nous avons trois grandes valeurs qui drive un peu notre R&D. Nous sommes pionniers, nous ne faisons que des choses nouvelles, on ne refait jamais quelque chose qui a été fait auparavant par d'autres. On est très pragmatique, c'est-à-dire qu'on va toujours faire en sorte de fitter aux besoins de l'industriel, mais de façon la plus simple possible, pour que la solution soit la plus simple à mettre en œuvre. Et enfin, nous sommes engagés. D'une part, nous sommes engagés pour vous fournir les résultats qu'on vous a promis, et également pour, d'un point de vue, on va dire, de notre philosophie, nous on s'engage à réussir à favoriser tout ce qui est possible pour faire la transition écologique. Et pour nous, c'est pas un gros mot, la transition écologique sera technologique. Alors nous, en 5 ans, depuis 2019, nous avons créé 5 socles technologiques qui sont très divers, qui obéissent à différentes problématiques industrielles. Il y en a sur le biocontrôle phagique pour combattre les contaminations microbiennes. Il y en a sur du conditionnement de surface, toujours pour combattre les phénomènes de fouling microbien. On travaille aussi beaucoup sur la dépollution avec Sherlock, qui est plutôt une technologie basée sur les enzymes pour dépolluer, donc des enzymes faites à façon. Sur du captage de biofilms, donc grâce à un capteur innovant radiofréquence, et enfin sur ce que je vais vous présenter aujourd'hui, qui s'appelle Hyperion, qui est lui basé sur qui est plutôt fait pour le recyclage des métaux stratégiques dans les D3E. Et ces 5 technologies sont basées sur le biomimétisme, donc on s'inspire des phénomènes biologiques pour créer nos socles technologiques. Donc aujourd'hui, les D3E, qui, on va dire, a une problématique, leur recyclage, une problématique vraiment d'actualité. Aujourd'hui, on sait que pour réussir l'électrification en cours, qu'elle soit liée à la mobilité ou autre, on va devoir miner autant de métaux qu'on en a miné depuis l'Antiquité, dans les 30 prochaines années. Ça fait énorme. Rien que pour le cuivre, qui est le conducteur électrique principal, qui a les meilleures qualités de conductivité électrique par rapport aux autres métaux un peu plus onéreux, ça représente une masse extrêmement importante. On voit que sur ces différents cycles du cuivre, d'ici 2050, on va devoir en miner 53 millions de mégatonnes. Ça veut dire que depuis le chalcolithique, donc depuis il y a 3000 ans, on a miné 700 millions de tonnes, et on va devoir en miner autant d'ici 2050, ça représente 1,4 milliard de tonnes. C'est gigantesque, ça va être très compliqué, puisque actuellement les gisements miniers de cuivre sont en train de s'appauvrir à vitesse grand V. Avant on avait jusqu'à 5% de cuivre dans les gisements les plus riches, au Chili en particulier.
Aujourd'hui, si on atteint 1-2%, c'est merveilleux, et en général, on est bien en dessous de ça. Alors, on va passer un peu de temps sur ces deux figures, même si elles sont très flashy. On voit que pour les exportateurs de cuivre raffiné sur la gauche, pas sur ma droite mais sur votre gauche, ouais c'est ça. On voit que c'est donc le cuivre raffiné, c'est le cuivre qui a été extrait des gisements et qui va pouvoir être utilisé pour fabriquer des circuits électroniques et des câbles électriques, etc. On voit que les pays qui en produisent le plus, les plus grands exportateurs, sont situés soit en Asie, soit au Chili, qui est un contributeur majeur dans le cuivre mondial, puisqu'ils ont les plus grands gisements. Il y en a un petit peu en Afrique, hein, pas mal en Afrique, et finalement assez peu en Europe ou en Amérique du Nord. Donc ça, c'est pour les exportateurs de cuivre raffiné en 2023. Sur votre droite, vous avez les importateurs de cuivre raffiné. C'est ceux qui importent du cuivre raffiné pour construire des biens à partir de cuivre. Et là, on voit que la Chine truste la première place et de loin devant tout le monde, et qu'en dessous, on a encore beaucoup de pays, on va dire, du continent asiatique. Encore une fois, l'Europe est assez sous-représentée. Donc c'est important, c'est-à-dire que les gens qui ont la main, enfin les pays qui ont la main sur le cuivre, se situent dans des zones particulières qui sont toujours un peu les mêmes. Et à ce niveau-là, l'Europe n'a pas trop la main. Donc c'est dommage, ce sont des métaux stratégiques. Si on regarde cette map de risque, cette carte de risque, donc elle est multicomposante, elle prend en compte les risques de terrorisme, de violence politique, de guerre, les criminalités, les kidnaps et les risques naturels. En fait, on voit que ces zones, elles sont souvent là où il y a du cuivre, c'est-à-dire exportateur ou importateur, pas dans la bonne couleur, c'est plutôt jaune, voire rouge carrément. Ce qui n'est pas bon du tout, puisque ça veut dire que si il y a une perturbation politique quelconque, l'approvisionnement en cuivre qui en provient sera perturbé, et nous, en Europe, on sera directement impacté. Ce qui nous amène au recyclage du cuivre, puisque ce recyclage de cuivre peut être une alternative intéressante on va dire, aux approvisionnements qui proviennent soit de la mine, soit des exportateurs nets comme la Chine. On sait que, deux chiffres importants, que 66% du cuivre qu'on a extrait depuis 1900 est toujours réutilisé, puisque comme le cuivre est un métal, en fait, on peut quasiment le recycler à l'infini. Donc ça, c'est très intéressant par rapport à d'autres matières premières. Et on voit aussi que dans le monde, seulement 32%, donc un tiers du cuivre, provient du recyclage, même si en Europe, on est un peu plus fort, puisqu'on est à 45%, puisqu'on s'impose des règles assez restrictives, et on a raison à ce niveau-là, ça nous permet d'anticiper l'avenir. Le recyclage du cuivre, c'est pas parfait du tout encore. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et c'est bien dommage, parce que ce recyclage du cuivre, il répond à trois grandes problématiques majeures de la transition écologique et de l'électrification. Déjà, d'une, comme je vous le disais, il absorbe la baisse de rendement des gisements miniers actuels. Il s'inscrit doublement dans une démarche de transition écologique, puisqu'il va permettre d'éliminer, on va dire, ce besoin de minage qui n'est jamais très bon pour l'environnement, et puis aussi d'améliorer les systèmes de recyclage. Et enfin, il augmente notre souveraineté stratégique au niveau européen pour cet apport de matières premières. Alors l'ADEME estime qu'en France, il y a à peu près un gisement de 2 millions de tonnes de D3E, donc qui contiennent énormément de cuivre, et seulement la moitié de ce gisement est recyclé aujourd'hui. Donc ça représente une perte d'environ 200 000 tonnes de cuivre par an. Donc je ne parle pas des D3E, mais là du cuivre. Et à 2 milliards d'euros, donc ça représente 2 milliards d'euros à 10 euros la tonne, pardon, de cuivre, en sachant que 10 euros la tonne de cuivre, c'est aujourd'hui, mais d'ici 5 à 10 ans, ce sera probablement beaucoup plus. Vu que ça devient un métal critique, il devient semi-précieux. Et d'ailleurs, les économistes, quand ils parlent du cuivre, ils parlent du Dr Copper, parce que c'est un indicateur économique hyper important en fait. Avec 2 milliards d'euros la tonne, 2 milliards d'euros à 10 euros la tonne, pardon, donc avec 2 milliards d'euros, vous pouvez acheter 2 SNA. Donc nous, ça nous parle parce qu'on vient de Brest, donc on les voit passer dans Chine tout le temps. Il faut aussi également compenser les dégâts des feux de forêt chaque année en France. Ça nous coûte 2 milliards d'euros les feux de forêt en France chaque année, et c'est principalement dû au changement global. Mais vous pouvez aussi construire 10 hôpitaux
10 petits hôpitaux, ou hôpitaux moyens. Donc c'est généralement les hôpitaux qui nous manquent, c'est-à-dire ceux dont on a besoin en urgence quand votre compagne va accoucher ou quand vous vous blessez en jardinant. C'est pas rien, c'est pas neutre. Alors ce qui est valable pour le cuivre, là je vous parle que du cuivre, il faut garder en tête que c'est valable également pour les autres métaux stratégiques. Mais le cuivre c'est le meilleur exemple. Aujourd'hui, pour recycler le cuivre, on se base principalement sur des process qui viennent du minier pour les terminaux. Donc le premier process, c'est la pyrométallurgie. Basiquement, pour schématiser à outrance, on fait fondre les D3E, on récupère de manière sélective, en fonction des températures de fusion, les métaux. C'est pas super sélectif, c'est très polluant parce qu'on va créer beaucoup de fumée et en plus on va consommer énormément d'énergie parce qu'il faut chauffer très fort pour faire fondre tout ça. L'autre méthode qui existe, qui est un peu plus récente, c'est l'hydrométallurgie. Donc là, c'est l'usage de solvants, principalement des acides, pour dissoudre ces métaux et les purifier par électrolyse. Donc là, c'est un peu moins polluant, mais c'est quand même pas l'idéal. Et surtout, sur les D3E, c'est complexe, parce que, comme je vais vous l'expliquer après, on est sur une matrice qui contient au moins 40 éléments à recycler d'intérêt économique. Donc ces méthodes-là, elles ont un degré de maturité technologique qui est important, TRL9 le maximum, parce que elles marchent bien, mais c'est pas l'idéal d'un point de vue écologique. L'autre méthode plus récente qui existe, c'est ce qu'on appelle la biolixiviation. Donc ça fait à peu près 40 ans qu'on fait de la biolixiviation dans le minier. Et ça consiste en fait à dissoudre les métaux grâce à des micro-organismes qui vont générer de l'acide, principalement. Donc on fait pousser des micro-organismes en présence des D3E ou du gisement minier. Ils vont produire de l'acide, ça va dissoudre les métaux. Et ensuite on les fait précipiter, on les électrolyse. C'est plus vert, plus éco-friendly, mais pas super mature d'un point de vue technologique pour les D3E, puisque on est sur des matrices, encore une fois, qui sont très complexes et pour lesquelles cette biolixiviation n'est pas adaptée. Donc on est plutôt dans une impasse industrielle à ce niveau-là, sur la biolixiviation classique. Pour pouvoir utiliser un procédé de biolixiviation qui soit efficace sur les D3E, il faut obéir à un cahier des charges qui est assez strict, finalement. Le premier, c'est d'être suffisamment sélectif. Donc on a 40 éléments valorisables dans les D3E. Il faut réussir à prendre de manière vraiment très sélective ceux qui ont le plus de valeur ajoutée, sans pour autant mettre à la benne ceux qui restent derrière, ceux qui puissent être recyclés aussi derrière. Il faut que ce soit compatible avec des rendements industriels. Donc c'est très bien si ça marche au laboratoire, mais faut rester pragmatique. Il faut qu'on puisse se transposer de manière industrielle facilement. Il faut que ce soit, bien évidemment, ça rejoint le pragmatisme industriel, il faut qu'il y ait une maintenance minimale par rapport à un bioréacteur de laboratoire. Il faut limiter tout ce qui risque de contamination, puisqu'on va utiliser des micro-organismes quand même, donc c'est pas rien. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut idéalement limiter les intrants énergétiques et chimiques. Vous vous dites, les intrants énergétiques sur de la biolixiviation, il n'y en a pas beaucoup. Ça dépend. Si vous êtes sur les D3E, pour que ça marche bien, il faut faire de la farine de D3E. Il faut broyer très fin les D3E. C'est pas l'idéal non plus. Ça consomme de l'énergie de faire ça. Et idéalement, il faut pouvoir utiliser des coproduits industriels ou agro-industriels comme base énergétique. Ça, c'est faisable. Donc là-dessus, on a pensé un peu à ça quand on a créé Hyperion. Et Hyperion, c'est donc un procédé biomimétique qui provient assez paradoxalement d'une catastrophe environnementale. On a un peu exploité de manière positive une catastrophe environnementale, qui est l'échouage des bancs de sargasses. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais sur la Caribéen, il y a des échouages chaque année depuis les années 2000, des échouages massifs d'algues sargasses. Et c'est des algues qui poussent normalement au large, vu que ce sont des algues holopélagiques. Là, elles arrivent sur le rivage, elles ne sont pas du tout adaptées, et elles commencent à pourrir tout de suite. Et si vous êtes venu en Bretagne en vacances, et que vous êtes allé au bord de la plage pendant un épisode d'algues vertes, là, il faut imaginer ça, mais en 10 fois pire. Et donc en fait, quand elles s'échouent et qu'elles commencent à pourrir, ces algues vont générer énormément de biogaz qui vont aller corroder les métaux sur les îles, mais même très loin dans les terres en fait. Et à tel point que ça corrode tout ce qui est surface métallique par passivation, mais pas que. On a aussi les circuits électroniques qui crament. Et quand on a des échouages massifs, en 6 mois, les gens sont obligés de changer leur télé en fait, parce que elle est foutue. Mais les frigos aussi,
tout ce qui est à base de conducteurs cuivrés, ça ne tient pas, quoi. Et je ne sais pas si ça marche pour les assurances. Donc voilà, donc nous on a réussi à apprivoiser ce phénomène, qu'on appelle un phénomène de corrosion atmosphérique microbien, de manière contrôlée, on l'a breveté. Et donc l'intitulé exact d'Hyperion, c'est que c'est un procédé biomimétique de biolixivation dissociée, un mot compliqué, mais qui dit ce que c'est. Alors comment ça marche? C'est assez simple. Globalement, on va se baser sur la filière de tri et de collecte des D3E standard. On va juste mettre une étape en plus, qui va être une étape de broyage, mais on ne va pas faire de la farine, on va faire du centimétrique. Ce sera suffisant, ça marchera pour notre procédé. Donc on va se retrouver vraiment avec des chips de D3E qu'on aura concassés, broyés. Et ça, on va les mettre en présence de ce qu'on appelle un lixiviant, qu'on va créer à partir de biogaz ou à partir de gaz industriel. Donc ça peut être des biogaz issus de la méthanogénèse, mais dans ces biogaz issus de la méthanogénèse, on ne va pas utiliser le biométhane, bien au contraire, en fait, on va utiliser les gaz qui polluent le biométhane. C'est-à-dire qu'un exploitant de biométhane, pour exploiter son biométhane, il va devoir épurer son biométhane des gaz polluants, généralement de la GES, des mercaptans, de l'ammoniac. Ben nous, c'est plutôt bien, c'est ce qu'on va utiliser pour faire notre lixiviant. Donc il y a une plus-value à ce niveau-là. On va épurer le biogaz. Et on va donc fabriquer notre solution lixiviante et la mettre en présence de nos D3E. On va faire tourner ça, d'une certaine manière, dans un réacteur dédié qu'on appelle le dacryon. Et ce dacryon va nous sortir, d'un côté, ce qu'on appelle MXS, des sulfures métalliques, constitués principalement de sulfure de cuivre, donc de la covélite, de sulfure d'argent, de l'acantite et de l'or à l'état natif, puisque l'or est trop noble en fait pour être impacté par le lixiviant, mais il est plaqué sur les conducteurs métalliques, donc on le récupère comme ça, sous forme de paillettes. Et de l'autre côté, on va avoir les autres métaux qui ne sont pas affectés, mais qui sont toujours valorisables. Et ça c'est important, parce que du coup ça veut dire qu'ils peuvent intégrer un autre cycle de valorisation derrière. Donc c'est le fer, le nickel, l'aluminium, le plomb, l'étain, et bien évidemment les terres rares, qui sont aujourd'hui un gisement sous-exploité dans les D3E. Voilà comment fonctionne en gros Hyperion. Alors en termes de sélectivité, on est très bon, puisque contrairement aux autres procédés, on arrive vraiment à ne pas mettre de côté aucun des métaux stratégiques, et on peut le faire de manière très sélective. Donc on est meilleur que la pyro, on est meilleur que l'hydrométallurgie, et on est bien meilleur que la bioluxivation classique. De la même façon, au niveau de l'efficience énergétique, comme on peut éventuellement se brancher sur une unité de biogaz, on a un bilan carbone qui est neutre, voire négatif. Et en plus, ça nous permet de pouvoir exploiter des intrants généralement pas exploités dans la filière biogaz. Donc la filière biogaz, quand ils vont exploiter un intrant fermenté cible, ils vont faire en sorte qu'il contienne très peu de soufre. Parce que plus il y a de soufre, plus ça produit de la GES, plus c'est problématique, il faut effurer le gaz. Nous, c'est génial, parce que s'il produit beaucoup de soufre, on l'exploite derrière, et le biométhane, il continue son chemin. Donc on est très bon à ce niveau-là. Et enfin, au niveau de l'impact environnemental, on est très bon aussi, puisque finalement, on a très peu d'emprise au sol par rapport aux unités standards et d'emprise environnementale. Hyperion est pensé pour ne pas être centralisé, mais c'est bon, décentralisé sur tous les centres de collecte français. Donc on n'a pas besoin d'exporter ça dans le centre de l'Europe ou même ailleurs, en Asie, etc. C'est fait pour rester un peu localisé en France et être à distance des centres de tri. Il faut garder à l'esprit que quand vous créez des métaux, des sulfures métalliques, donc sur une tonne de D3E, vous pouvez créer jusqu'à 300 tonnes de cuivre, de sulfure de cuivre. Ce sulfure de cuivre, il va prendre le volume d'un aquarium de 75 litres. Alors que si vous envoyez une tonne de D3E natif, ça ne va pas prendre 75 litres, ça va prendre un énorme camion dans un big bag qui contient une tonne de D3E, quoi. Donc à ce niveau-là, on y gagne beaucoup. Et voilà. Et donc comme on utilise du biogaz principalement, bien évidemment, ça joue aussi sur l'impact environnemental. Je ne vous l'ai pas dit, mais une grande partie de ce qu'on crée comme lixiviant, on le recycle au fur et à mesure. Le lixiviant est recyclé dans le système un certain nombre de fois.
Alors en termes d'enjeux environnementaux, sociétaux et ainsi qu'économiques, ça veut dire plusieurs choses. D'une part, c'est un procédé, donc Hyperion est un procédé biotechnologique de recyclage qui est innovant, non polluant, mais surtout dépolluant, comme je vous l'ai dit sur les sulfures gazeux. Il a un bilan énergétique qui est potentiellement neutre, voire même négatif, si on est sur une grosse installation biométhane. On produit des extrants qui sont à très haute valeur ajoutée, donc sur les prix actualisés d'une tonne de D3E, on peut produire jusqu'à 24 000 euros de métaux à haute valeur ajoutée, quoi. C'est pas rien. On crée des emplois des techniciens polyvalents qui sont non délocalisables. C'est quelque chose qui restera en France et en Europe. Et bien évidemment, on crée aussi des emplois indirects via prestation de services. Ça, c'est la chose la moins évidente, mais c'est une forme de réindustrialisation qui est vertueuse. Aujourd'hui, quand on crée une usine, c'est quand même assez difficile d'être super neutre et super propre d'un point de vue environnemental. Bon, là, c'est le cas pour le coup. Et enfin, c'est vraiment une manière forte de récupérer notre souveraineté stratégique au niveau de l'approvisionnement en métaux stratégiques. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis là pour ça. Merci. Merci, madame. Oui, bonjour, rebonjour, j'ai une question. En termes du coup d'application concrète, ça pourrait être des modules qui se placent dans des centres de collecte de D3E qui ont juste un broyeur et après on pourrait mettre cette solution en place. C'est ça. C'est exactement ça. L'unité de production alors, comme je vous disais, on récupère les sulfures gazeux à partir de sources de gaz qui en contiennent. Et en fait, ça, c'est une structure nomade qui peut rayonner à plusieurs dizaines de kilomètres, voire centaines de kilomètres autour du Dacryon. Donc en fait, c'est quelque chose on va fixer les D3E de manière physique sur des colonnes spécifiques, et on va aller amener cette colonne qui contiennent les sulfures métalliques, sur le Dacryon, où on va créer le lixiviant, et donc cette unité peut être collée à une structure de collecte et de tri de D3E. On va amener ces D3E à côté d'un méthaniseur, par Non, exemple. je me suis trompé, excuse-moi. On va amener les unités de captage des sulfures près des méthaniseurs qui vont fixer les sulfures, et on va conditionner après ces sulfures sous forme de lixiviant au niveau de l'unité de stockage des D3E et de tri des D3E. Donc c'est intéressant parce que ça fait une prestation de service pour les méthaniers. On leur dit bonjour, on vient vous dépolluer votre gaz, et derrière on va utiliser ce système de dépollution pour créer notre lixiviant pour récupérer les métaux stratégiques. Parce que comment ils dépolluent actuellement? Eux, ils payent un service. Ils payent, alors pour enlever les sulfures, c'est du consommable en fait, qui est à usage unique, et qui jettent régulièrement, quoi. Et ça a un coût bien évidemment sur l'OPEX et le CAPEX d'une unité de méthanisation. Moi, très bien, merci pour votre venue. Et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous avez un complément d'information sur cette technologie ou sur les autres socles technologiques qu'on a pu développer. Puis bonne fin de salon à tout le monde. À très bientôt, j'espère.